Si la construction, la rénovation, l'optimisation, les améliorations qu'on doit apporter à des bâtiments, à des appartements, tout ce qui concerne la construction des contracteurs généraux, est-ce que c'est des sujets qui t'intéressent? Si oui, j'ai la personne en entrevue pour toi. Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi je parle de cash, je parle de finances. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu sais déjà quoi faire, considère à t'inscrire à ma chaîne right now. Dès maintenant, écrase le bouton abonne-toi. Donc aujourd'hui, j'ai une vidéo pour vous avec quelqu'un que j'ai rencontré encore dans un événement. C'est fou, hein? Quand je m'en vais dans des événements des 5 à 7, quand je vais faire du réseautage, c'est fou les personnes que je rencontre. C'est fou les personnes avec de la drive, les gens qui prennent action de différents niveaux dans différentes sphères, dans le monde de l'entrepreneuriat, l'immoprenariat, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai fait cette merveilleuse rencontre-là, sincèrement. Et en plus, cette personne-là, avec son charisme, regardez, je ne vais pas vous voler le punch, je vous présente Swan, un contracteur général qui, ça fait pas tant longtemps que ça, qui a commencé dans le domaine de la construction, mais qui a pu mettre son pied et faire sa place, embarquer dans des projets immobiliers. Et en plus de ça, en plus d'être dans des projets, il va nous expliquer la réalité de comment ça fonctionne, comment prévoir les choses, quoi faire. Et on va pouvoir aller creuser dans sa tête pour aller voir est-ce qu'on peut trouver des petites pépites d'or pour vous. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Et un gros merci Swan d'être venu. Salut. Super. Fait que je t'ai rencontré pour que les gens puissent avoir une petite mise en situation. Je t'ai rencontré justement dans un 5 à 7 de Jocelyn Grégoire. Puis quand tu m'as dit que tu étais contracteur général, j'ai aimé ton vibe, j'ai aimé ton approche. Puis je me suis dit, tu sais quoi, t'es le tout premier contracteur général que j'ai sur mon show. Donc, rapidement, peux-tu nous faire une courte biographie de qui t'es, c'est quoi ton background, ton âge, puis comment tu es tombé dans le domaine de la construction? Ok, en soi, moi, c'est Swan. J'ai 25 ans maintenant, en octobre. Comment je suis tombé dans la construction? Du coup, j'ai commencé à m'intéresser en 2021, genre un peu après Covid, à l'immobilier. Puis, au début, je voulais faire des flips, OK. mais j'avais pas d'argent et je savais pas construire. Du coup, c'était un problématique. Et du coup, j'ai dit que je voulais louer des immeubles. Tu sais, acheter des immeubles, louer des appartements. Mais toujours le même problème, j'ai pas d'argent non plus. 100%. Donc je me suis dit, ok, je me suis posé, j'ai réfléchi, genre, si j'apprends à construire, j'ai lu des bouquins, surtout Bigger Pocket Podcast, par exemple. Mhm. Puis je me suis renseigné, puis je me suis dit, si j'apprends à construire, c'est sûr, je vais trouver du monde qui va vouloir faire des partenariats pour que je construise, puis qu'eux, ils mettent l'argent, puis ils sont passifs. Puis du coup, je me suis dit, ok, je vais faire ça. Puis toi, garder un pourcentage de... Exact. Genre, on pourrait partager 50-50. Si on commence la relation, en fait, le pourcentage, il m'intéresse pas tant. C'est plus pour me faire de l'expérience en soi. Parce que l'expérience, dès que tu as l'expérience, dès que tu as un portfolio à montrer, c'est plus simple de trouver d'autres clients. C'est plus simple d'aller 100%. Du coup, j'étais genre, ok, je vais faire ça. Donc... Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Et je travaillais aussi avec un ingénieur en mécanique du bâtiment qui a sa boîte de conseil, il s'appelle François. Je travaillais pour lui pendant 2 ans, j'étais stagiaire. Puis on s'est rendu compte ensemble que le vibe, ça matchait. On avait un peu les mêmes visions de ce qu'on voulait pour le futur. Il m'avait déjà parlé qu'il voulait lancer une entreprise de construction aussi. Du coup, on s'est dit, bon, tant qu'à faire, on lance sa compagnie ensemble.
On a lancé la compagnie ensemble, c'est 19 mai 2022 qu'on s'est lancé, mais moi j'étais encore à l'école, j'étais en école d'ingénieur à Polytechnique. OK. J'ai fini en décembre 2022. Du coup, de mai à décembre 2022, je travaillais sur la compagnie, mais c'était pas très concret. Tu sais, j'ai fait les sites web, j'ai commencé à faire un peu de pub et tout, etc., mais rien de bien concret. Puis je suis rentré à Martinique en décembre, janvier. Puis j'ai commencé à travailler à temps plein en construction depuis février 2023. OK. Puis à partir de là, on a fait notre premier projet. C'était un projet résidentiel, c'était un problème avec une colonne d'eau froide qui était mal isolée, il y avait de la condensation, ça coulait. Mhm. Du coup, on avait c'était sur 9 étages, il fallait chaque étage ouvrir les salles de bain, les murs dans la salle de bain de chaque personne. Hey boy. Du coup, on avait 9 personnes chez qui on avait ouvert les murs des salles de bain, puis on enlevait l'isolant, puis on mettait de l'isolant. Enfin bref, c'était un projet un peu... J'étais stressé, C'est sûr, c'est sûr. Premier projet à date, j'avais pas d'expérience en construction. Ça s'est bien déroulé quand même, Mhm. mais non, à part ça, on a eu ça, puis après on a fait un bureau. Ça s'est vraiment bien déroulé. Les meilleurs clients que j'ai vus de ma vie, Pour vrai? tu sais, ils étaient agréables. Genre, il y avait un peu, au début, il y avait un peu de, pas de conflit, mais de difficultés sur les accords sur ce qu'ils voulaient faire. On a eu quelques petits problèmes sur ce qu'ils voulaient faire. Du coup, il y a eu des petits retards liés à ça, mais autre que ça. C'est genre au niveau des paiements. Tout était beau. T'envoies une facture, 3 Mhm. jours plus tard, tu reçois ton argent, et t'es genre... Mais toi, dans la construction, dans quoi tu te spécialises? C'est quoi ta niche ou... Ben, justement, après ce bureau qu'on a fait avec ce client, je me suis dit que parce que j'ai jamais vraiment travaillé avec des particuliers tant que ça. OK. J'ai fait quelques soumissions quand même, j'ai dû faire une dizaine, une quinzaine de soumissions pour des particuliers. Puis j'aime pas trop l'expérience. Personnellement, j'ai pas aimé. Puis quand j'ai travaillé avec des business, Mhm. là j'étais genre ok, ça j'aime bien, c'est le fun. Dans le commercial. Ouais, exact. Parce que mon point de vue, c'est que dans le commercial, les gens, ils ont leur budget alloué pour faire tels travaux. Mhm. Puis, ils ont une idée approximativement de ça va coûter. Puis, ils savent plus ou moins comment ça marche en business. OK. Tu sais, ils payent. Puis, ils sont pas à t'embêter sur le moindre petit détail. Je comprends. Si t'as des trucs, même t'as des problèmes, t'es en construction, t'auras toujours des problèmes, t'auras 100%. des inattendus. Si, par exemple, c'est ce qui s'est passé dans le bureau, ils avaient pas vraiment de plan. OK. Et quand t'as pas vraiment de plan, ma soumission ne peut pas être très précise. OK. Du coup, ça peut générer des extras. C'est sûr. Pour ça que je conseille maintenant aux clients, quand je travaille avec, d'avoir des plans avant de travailler. Parce que moi, ma soumission, elle peut être plus précise. Si tu n'as pas de plan, c'est plus compliqué pour moi de donner un prix fixe. Donc, tu sais, ça a généré des extras parce qu'il n'y avait pas de plan. Mhm. Mais c'était compréhensif parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas de plan non plus. Mhm. Puis, tu sais, c'était smooth. Ça s'est fait smoothly. Du coup, genre, j'ai continué comme ça. Puis, on est allé de l'avant comme ça. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est bureau. Rénovation de bureaux, restaurants, retail spaces, des projets de la sorte. Mais tu fais quand même les deux. Tu vas quand même faire du résidentiel. Je fais du résidentiel parce que je travaille avec des investisseurs dans le multifamilial. Du coup, on fait du résidentiel. Hmm. Donc, des appartements qu'on remet à neuf, des cuisines, salles de bain et tout, etc. Dans le résidentiel, admettons, les gens pourraient s'attendre à combien de pourcentage d'imprévus? Admettons, dès qu'ils doivent ouvrir les murs ou sur les projets que tu as travaillé, tu m'as dit que tu as fait des salles de bain, ça, tu as ouvert les murs justement pour l'isolation, mais combien que tu vois environ là, de pourcentage? Moi, le chiffre que j'ai en tête, qu'est-ce que j'entends? Mettons, la règle de pouce, c'est souvent, mettons, entre 5 à 15 %. Est-ce que c'est vrai? Ouais, contingence, je prévois, moi, j'alloue, ça dépend du projet, là, Mhm. mais ça, 5 à 10 12 en général, là, Facile, là. contingence que je mets. Mais tu sais, as des projets plus straightforward, genre des cuisines, une salle de bain, en général, c'est assez straightforward. C'est genre... C'est une cuisine, c'est une salle de bain. C'est pas... Parce que tu sais que tu strippes, t'enlèves. Démo. Si tu refais tout, on va dire, par exemple, démo. Démolition. Tout complet. Mhm. Tu fais ton rough de plomberie d'électricité, tu fais tes murs. Tu fais tes murs, tu mets en backsplash, armoire et tout, etc. Bref, ta cuisine. Puis après, tu fais tes finishings d'électricité, de plomberie. Mhm. Et en général, c'est fini. On n'avait même pas pensé, j'avais pas pensé à ça comme question, mais admettons, refaire une cuisine au complet, combien de temps de délai on devrait s'attendre, admettons, de la démolition du jour 1, admettons, si on commence le lundi, admettons, on est le 1er du mois, comme par hasard, 1er du mois, lundi, combien de temps ça prend pour faire une cuisine au complet? De la démo à la finition, incluant les contingences. C'est pas... honnêtement, moi, je compterais genre... Tu peux le faire en 2 semaines, mais je compte... Moi, si je dois faire une cuisine, tu sais, je dis 2 semaines, mais je compte au cas d'imprévu.
c'est genre 3-4 semaines. Ok. Au cas où, si tu as des imprévus. Salle de bain. C'est pareil à peu près, approximativement. Mais- À peu près le même time frame que j'avais. Ben, j'avais refait ma salle de bain et ça s'est quand même fait vite. C'était une toute petite salle de bain, bien douche. C'était vraiment. Ça dépend de la complexité du projet. Genre, si tu sais, si tu gardes la plomberie, si tu gardes la plomberie au même endroit, tu sais, tu bouges pas tes toilettes. Oui, c'est tu ça. bouges pas On bouge pas les toilettes. On garde. Ouais, j'avoue. Parce T'as que raison. si tu dois déplacer, si par exemple tu veux déplacer un mur, si tu veux. Agrandir. Ton lavabo il est là, tu veux le mettre là, bah, tu as plus de travail de plomberie, ça va te coûter plus cher en plomberie. Hmm. Tes toilettes, tu veux les mettre là, elles sont là, tu veux les mettre là, ça va te coûter plus cher. 100%. Ça dépend du projet. Puis si on garde, on fait juste triper, on garde les plomberies, on garde les installations où est-ce qu'ils sont, on fait juste remettre du neuf. Ouais, c'est assez simple, c'est assez rapide, genre. Honnêtement, 1 à 2 semaines, moi, de mon point de vue, 1 à 2 semaines, t'es chill. Refaire un sous-sol. Ça dépend de ce que tu veux faire. Est-ce que si le sous-sol il est non aménagé, il faut te mettre des divisions. Est-ce que tu veux avoir c'est quoi la pièce que tu vas avoir? Est-ce que tu vas avoir une cuisine? Un sous-sol, on strip, démo, puis après ça, on met le classique, admettons, une chambre, une salle de bain complète, salle de bain avec douche en coin, mur en céramique, puis salle familiale. Plancher luminaire. Les spotlights. Ah, ouais, exactement. Luminaire encastré. Si tu mets des encastrés, ça se fait assez vite aussi. Il faut qu'il passe tout son filage, Mhm. etc. Ton électricien. Ça, c'est ça qui prend du temps. Après, les installer, ça va. T'as ton salle familiale, c'est des murs et de la peinture plus le plancher. C'est pas complexe. Ce qui est problématique, c'est la salle de bain où tu vas la mettre. Ce que j'aurais conseillé, c'est d'aligner avec si tu as ton rez-de-chaussée, d'aligner ta salle de bain avec la plomberie que tu as au rez-de-chaussée. Comme ça, tu sais, ton plombier, il n'a pas besoin de faire genre. C'est straightforward. Puis ça se fait bien. C'est genre. La position de ta plomberie et ton électricité, genre, enfin, plomberie principalement, genre pour ta salle de bain, c'est ça qui peut poser problème. 100%. Mais sinon. Puis c'est ça qui va faire les délais vont être un petit peu plus longs. Ouais, exact. Ça dépend de. Mais par exemple, dans le bureau qu'on avait fait, c'était 1800 pieds carrés. Puis on avait des divisions à recréer et tout, etc. Puis les gars avec qui j'ai travaillé, mes sous-traitants, c'était efficace, c'était rapide. Puis ça s'est fait. Tu sais, j'arrive. Puis je regarde, je leur présente le projet et tout, etc. Je reviens genre 4 jours plus tard. Puis je dis genre. Ben, je pensais pas que c'était autant avancé. J'étais surpris, tu sais, genre, c'était agréable de travailler avec eux quand même. Non, c'est vrai, parce que des fois, tu vois, quand j'ai refait ma maison, il y a des jobs, puis en plus, je voulais documenter le tout. Puis des fois, les gars, ils arrivaient à justement 7 heures, moi, je partais. Puis je me dis, tu sais, je vais avoir le temps de filmer, prendre des photos, puis tout ça. Par le temps que je reviens, tabarnak, les gars, ils ont déjà comme tout est fermé, tout est fini, ou quasiment fini. Je suis comme, fudge! Des fois, ça va vite quand même, là. Ça dépend de. Tu sais, des projets simples, ça avance vite quand même. Genre des cuisines, salle de bain, c'est simple. Là, genre, 100%. C'est plutôt straightforward. Donc. Parce que moi, j'ai remarqué puis tu pourrais élaborer là-dessus. Qu'est-ce que j'ai remarqué? La démolition, ça se fait quand même assez rapidement. L'installation aussi, c'est sûr, après ça, t'as des contingences qui arrivent. Mais où est-ce que ça prend du temps? C'est la finition. Ouais. La finition prend du temps. Exact. Pourquoi? C'est details. C'est vraiment les petits détails. Si par exemple tes joints sur ton carrelage, si ton carrelage là, puis t'as tes joints entre ta céramique là, puis tes joints ils sont pas bien tirés, tu le vois. Genre c'est vraiment tous ces petits détails qui font qu'un projet paraît beau ou non. Parce que le rough, ça se fait assez bien, ça se fait assez simple. Même ta peinture, tu sais, si de ce que j'avais lu, que la peinture, ce qui est complexe en peinture, c'est pas peindre, mais c'est préparer ta surface à peindre. Parce que si ta surface, elle n'est pas bien préparée, elle n'est pas lisse, flush. Si c'est pas bien sablé, tu sais, si ton travail tes joints, ils sont pas bien faits, tu vas voir que tu as tiré un joint à cet endroit quand tu vas peindre. Puis en fonction de la lumière, tu sais, il faut que tes gars aussi ils aient une bonne lumière pour voir s'ils ont les imperfections ou non au niveau des murs. C'est vrai, ça, c'est un bon point. C'est parce que les gars de peinture, ce qui leur prend du temps, c'est la préparation. Même, tu sais, il faut protéger les espaces. Si par exemple, tu as un espace que tu peins, puis le reste de la maison, tu touches pas, faut éviter le overspray. Il faut que tu protèges ta zone de travail, que tu mettes des films et tout, que tu protèges toute ta zone de travail, pour pas que tu aies la poussière quand tu. Ben, ça, c'est pas le peintre qui va. Ben, si tu as des peintres qui vont faire les joints aussi, là, mais tu as ton tireur de joints qui va sabler et tout, etc. Faut qu'il protège, parce que toute sa poussière, quand tu sables là, ben, ça va dans les autres pièces, à moins que tu protèges.
Ta peinture, s'il va au gun, tu as du overspray un peu partout. Genre, ça dépend de ce que tu fais. Je comprends. Tantôt, on parlait de comment tu peux aider les gens dans leur premier projet. Mettons, ils achètent leur propriété, puis c'est leur premier projet, là, peu importe investissement, maison, peu importe. Là, ben, puis là, ils vont commencer les travaux. Ce serait quoi que tu aurais comme conseil pour eux autres? Soit j'aurais géré les travaux moi-même, Mhm. ou soit j'aurais fait un partenariat avec un contracteur OK. qui est ouvert à faire un partenariat et du coup réduire son coût de gestion OK. de projet. Par exemple, si j'ai une maison à rénover, on va dire, si tu veux dire tu veux faire des flips unifamiliaux, Mhm. si tu embauches un contracteur, ça te coûte 15% de frais, plus 5% de contingence. Puis tu sais, il y a des pourcentages, plus, tu sais, il te met des pourcentages sur les matériaux, il te met des pourcentages sur ci, des pourcentages sur ça. Je comprends. Personnellement, moi, j'aurais essayé d'avoir un contracteur qui comprend le point de vue d'un investisseur. Mhm. Puis je me serais associé avec un contracteur de ce style. Si Ok. j'avais pas d'expérience en construction. Je comprends. Sinon, tu peux gérer la construction aussi. Tu peux trouver tes corps de métier, tu peux trouver tes sous-traitants, puis tu peux gérer, puis tu négocies tes prix. Faut pas avoir peur de négocier tes prix aussi. OK. Parce que moi, au début, je me rappelle, tu sais, t'as un gars, il t'appelle, puis il te dit ça va coûter tant. Puis tu te sens mal de lui dire non, bah en fait, c'est trop cher. Mhm. Et puis même toi, tu n'as aucune idée des budgets, tu sais pas combien ça En coûte. plus, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive avec les gens. Tu sais pas combien ça coûte, du coup, Mhm. maintenant, tu peux quand même trouver des informations sur Internet. Puis au pire, si tu sais pas, t'appelles un gars, t'appelles quelqu'un, tu lui demandes ok, je sais que tu fais tel métier, j'ai ça à faire. Grosso modo, d'après toi, combien ça me coûterait? Puis tu sais, tu as au moins une marge de manœuvre. Tu sais si le gars. Et sinon, tu demandes plusieurs soumissions. OK. Tu vas avoir plusieurs gars, tu demandes plusieurs soumissions, puis tu sais combien ça coûte. OK. Puis sinon aussi, tu avais donné un conseil par rapport à la préparation, comment se préparer, mettons, comment tu avais dit ça, par rapport à décortiquer son projet? Ouais. Ben, j'aurais décomposé en corps de métier. Genre, qui doit faire quoi, quand. OK. Puis tu te prépares. Et puis, planifier en amont avant de faire les travaux. Je pense que c'est quand même très important. Parce que, tu sais, si tu fais tes travaux, puis là, tu te rends compte que tu as un problème, si tu avais planifié, tu aurais pu anticiper. Hmm. C'est une question d'anticipation des problèmes. Parce que si tu arrives à anticiper le problème, tu peux te préparer, puis tu as une solution pour. Alors que si le problème arrive dans le vif du moment, Mhm. tu as le problème, tu es là, puis tu es genre, ben, j'ai un problème. 100%. Admettons, j'aurais un cas pour toi. Admettons, je te mets une mise en situation. C'est le classique, on est sur l'île de Montréal ou les alentours. Quelqu'un qui achète, admettons Saint-Jérôme, Montréal-Nord. Un duplex, triplex. C'est environ dans les mêmes années de construction, admettons 1950, 60, 70. On va prendre Montréal-Nord. On va prendre Montréal-Nord, Rivière, Saint-Léonard. C'est tout environ les mêmes années de construction. Le genre des triplex des années 70. Quand tu dis de prévoir en amont, c'est, comment je pourrais dire, c'est d'origine. C'est le même propriétaire depuis là, 30 ans. On arrive là, c'est les tuiles de céramique, genre bleu poudre. Les marquises et tout, Exactement. Comment tu pourrais prévoir, ou, admettons, je te contacte, comment je pourrais prévoir puis me préparer pour la construction, là, pour le projet? Genre, si tu veux le faire toi-même ou t'as... Non, mais admettons, je fais affaire avec fais toi. avec moi? Ouais. Moi, je vais arriver, je vais juste te donner un prix. En général, la façon dont j'aime fonctionner, puisque quand c'est les premières approches, je vais pas rentrer à fond dans une soumission où je sais pas si le client il est sérieux ou non. OK. Du coup, tu sais, j'ai des règles de pouce approximativement. Mhm. Puis je sais que ça va me coûter approximativement ça. Ça va me coûter approximativement ça, en fonction d'autres projets qu'on a fait. Du coup, je te donne un ordre de prix hein, pour Ok. voir si ton budget il est réaliste ou non. OK. Puis si ton budget il est pas réaliste, ben, je vais trouver un autre client. Mhm. Si ton budget il est réaliste, si tu penses que ça rentre dans tes calculs, genre quand tu as acheté ton immeuble, là je vais rentrer un peu plus dans les détails, puis je vais faire venir mes sous-traitants pour qu'ils me donnent des coûts, OK. pour savoir, ok, ce projet va me coûter combien, ce projet va me coûter combien. Genre, pour chaque corps de métier, par exemple, tu vas avoir ta démo, je vais faire venir mes gars de démo, ok, ça va me coûter combien. Mhm. Les gars t'as des gars de démo, t'as des gars plomberie, électricité, un système intérieur, tout ça, tu les fais venir, puis tu vois combien ça te coûte. Puis Ça. après, c'est une question, au final, c'est genre, ma job à moi, la façon dont je la vois, c'est que le client, il est là. Le client, il est là. Mhm. Moi, je suis l'entrepreneur général. Puis en dessous, tu as tous les corps de métier. OK. Et ma job à moi, c'est de faire en sorte que tout soit organisé
pour qu'il y ait le moins de perte de temps que possible. OK. Que tout soit smooth entre tout le monde. Genre, tu sais, j'appelle les gars de démo, ils viennent. Puis ensuite, si on doit construire des divisions, ben, j'appelle mes gars de système intérieur, ils vont faire le rough des divisions. Puis après, j'appelle mes gars de plomberie électricité, ils vont faire le rough plomberie électricité. Puis ensuite, mes gars de système intérieur peuvent revenir, fermer les murs. Puis après, tu as les gars de cuisine, le gars qui va installer tes armoires de cuisine et tout, etc. Ensuite, tu as ton backsplash. Puis après, tu continues comme ça. Puis je vais étape par étape. Puis comme ça, tu sais, j'ai mon gars de démo. Je sais que ma démo, elle va me prendre à peu près tant de temps. Tu sais, tu as des imprévus, mais tu sais que ça va te prendre à peu près tant de temps. Du coup, ta démo, elle prend 5 jours. OK. Ben, tu sais que derrière, tu as ton gars de système intérieur si tu dois faire d'autres divisions. Tu le préviens, ton gars de système intérieur, tu lui dis, OK, le gars de démo, il est sur place. Il me dit que ça va prendre tant de jours. Je te confirme 1 jour ou 2 jours avant la fin pour que tu puisses venir. OK. Puis j'y vais comme ça. Nice. Puis ton rôle de gestionnaire, comment... Là, tu viens de le décortiquer, mais quand on fait affaire justement avec un gestionnaire, c'est justement, on s'enlève tout ce tracas-là de penser à tout, de gérer ça tout seul, parce que j'imagine justement, là, quelqu'un qui s'embarque, c'est sa première fois de faire ça tout seul versus un gestionnaire. Je te laisse élaborer. Ben, l'avantage que tu as à embaucher un contracteur, c'est il a les contacts. Il connaît le monde. 2, en général, en tout cas moi c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, tu peux établir des systèmes. Tu peux mettre des systèmes en place dans ta business, de gestion de projet, de paiement. La structure est déjà établie, puis lui c'est sa job de faire ça. Du coup il peut, et puis des trucs que en général on n'est pas spécialisé dans chaque corps de métier. On s'appuie beaucoup sur nos sous-traitants ou sur nos employés si on a des employés. Et notre job, c'est de s'assurer que tout roule. Mais on a des systèmes en place. Par exemple, moi, je commence à mettre en place un système qui s'appelle Build a Trend. OK. Puis c'est de la gestion de projet. Si tu en as d'autres, c'est ta Procore, tu as d'autres systèmes, bref. OK. Puis ça me permet de mettre en place des échéanciers. Ça me permet j'ai un portail pour un client où le client il peut voir l'avancée du projet. On a des daily logs. Genre les gars sur place, ils peuvent prendre des photos pour voir l'avancée du projet. Ça te permet de t'organiser étape par étape. Puis je comprends. C'est supposé rendre les choses un peu plus smooth. Puis toi, ça t'enlève, en tout cas quand tu as un contracteur compétent, ça t'enlève du tracas dans ta vie, sur ton projet. Si tu as un gars compétent, puis bon, ça c'est un premier projet, mais à force, si tu travailles genre, si tu as confiance en lui, tu as eu du succès avec tel projet, tu lui donnes le projet, puis au final, tu n'as plus de headaches. 100%. C'est vraiment juste pour peace of mind. Perfect. Tantôt, on a abordé on a abordé le sujet du réseautage. Comment tu trouves que pour les clients, monsieur, madame, tout le monde, des contracteurs, les investisseurs, à quel point que ça peut les aider, le réseautage? Je suis d'avis que le réseautage, c'est genre, honnêtement, je trouve ça incroyable. Parce que souvent, tu sais, quand tu es toi dans ta bulle, entre guillemets, on va dire, tu te rends pas forcément compte de ce qui est possible. Puis, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je commençais à faire au début, j'étais un peu arrogant. J'étais genre, je peux faire tout seul et tout, blablabla. Bref. Au final, j'ai écouté un podcast puis il y avait Luc c'était le guest sur le podcast. Luc Poirier. Ouais, exact. Puis il a parlé du CIQ, Club Investisseur Immobilier du Québec. Puis moi, j'étais genre, bon, j'aime bien les voitures de Luc. J'aime bien les voitures en général. Puis lui, le conseil, tu sais, il fait plein d'argent. Peut-être ça a de la valeur. 100%. Du coup, février 2022, je suis allé à mon premier événement. Puis là, j'ai commencé à rencontrer du monde. Quoique mon premier événement, j'avais pas d'auto à ce moment-là. Je suis venu en bus. Puis, comme j'ai commencé à m'entraîner au gym, mon pantalon il s'est déchiré. Premier événement. En plus. 1 heure. 1 heure dans l'événement, je suis arrivé tout seul. Je m'assois. J'étais genre, oupsie. Pas resté longtemps, mais j'ai vu la valeur dans le premier événement que je les avais tous fait après, genre jusqu'à l'été. Et j'ai rencontré du monde qui m'ont... Tu sais, ça te fait changer ta perspective. Par exemple, au tout début, je m'imaginais, peut-être qu'on va acheter un duplex, ou peut-être qu'on va acheter un triplex. Puis, à force de parler à des gens, à force de rencontrer du monde, ça te permet de d'étendre ta vision, te rendre compte que tu n'es pas obligé d'acheter un... Tu sais, par exemple, si tu as un peu d'argent pour acheter un duplex, pourquoi pas faire un partenariat avec d'autres personnes et acheter 20 portes, par exemple. Tout à fait. Tu sais, pourquoi pas... Tu peux faire plus gros. Genre, en partenariat, tu as la capacité d'aller plus vite.
Hmm. C'est le feeling que j'ai. Puis là, j'ai rencontré du monde. Grâce à ça, je suis partner avec eux sur un immeuble. Puis j'ai comme sur 2 immeubles, sur un 32 logements où j'ai un 3%, un truc comme ça. Puis un 16 logements où j'ai 4%, 5%. Mhm. Puis j'ai pas mis d'argent. Ce que j'ai mis, c'est mon temps et Ton mon expertise. expérience de contracteur général. Nice. Puis, tu sais, quand tu leur montres aussi, quand tu montres à des gens qui ont de l'expérience par tes actions que tu es prêt à apprendre, ils sont prêts à t'enseigner. Genre, ils sont prêts à te montrer. Hmm. Puis, du coup, je m'entoure de mentors, on va dire. Puis, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés autour de moi, que j'apprends énormément. Puis, sans eux, sans leur expérience, je serais pas arrivé, j'aurais pas progressé comme j'ai progressé Hmm. à date. Parce que j'ai rencontré du monde, puis tu es genre, ok, waouh, lui il fait ça, 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 ça. Puis tu poses des questions, puis tu réponds, puis tu appliques ce qu'ils te disent, puis ça marche, et tu es genre, C'est fou. ouais, du coup, c'est un peu comme ça que. Un peu comme ça. C'est pour ça que le réseautage, j'adore. Hmm. Tous les événements, genre, je fais plein d'événements, j'adore. Je viens, j'y vais. Puis, un autre point aussi au niveau du réseautage, que je vais pas au réseautage pour me vendre. Bah, oui, j'y vais pour me vendre, mais je vais pas pour parler business. Je vais pas pour dire, ah, ok, je suis entrepreneur général, viens travailler avec moi, est-ce que tu as des projets? Je viens pas pour faire ça. Mon objectif principal, c'est de montrer, c'est d'avoir du fun. Puis, Rencontrer des gens. rencontrer des gens qui font des choses, tu as du fun. Puis, tu sais, la relation professionnelle, s'il y a une relation professionnelle qui va se faire, Mhm. à mon avis, elle va se faire après. Quand, tu sais, la personne, elle a vu que tu es agréable, elle a vu que vos personnalités matchent. C'est pour voir si les personnalités, elles matchent ou non. Tout à Puis fait. si les personnalités, elles matchent, peut-être que là, je vais approcher une entente. Mhm. Mais si les personnalités ne marchent pas initialement, je pense que, je n'ai pas tant d'expérience dans le monde là, mais genre, je pense que faut que les personnalités matchent pour avoir une bonne symbiose, on va dire, en Ouais, ouais, business. Tout à fait, tout à fait. Dans le fond, en d'autres mots, développer une relation pour voir exactement si on va être un bon fit, puis que justement, 100%. on peut travailler ensemble parce que effectivement, si on est pour s'embarquer dans des projets, il faut qu'il y ait un bon fit. Là. Tu ne vas pas t'embarquer comme dans une relation. Tu ne vas pas t'embarquer dans une relation si la personne te casse les couilles. 100%. Mm. Exact. C'est exactement ça. Puis les gens que j'ai rencontrés, tu sais, j'aime bien les gens. Je suis un peu de ce style. Je suis pas forcément stressé. Oui, l'argent c'est important, mais c'est pas mon objectif principal. Mm. Mon objectif principal, c'est de, tu sais, quand je suis dans mes débuts, c'est de rencontrer du monde, montrer que je suis prêt à travailler, montrer que j'ai de la valeur. Puis mon avis, c'est que une fois que les gens ils ont confiance en moi, une fois que j'ai montré que j'ai de la valeur, une fois que j'ai montré que je suis capable, ben là l'argent il viendra après Tout à fait. parce que le monde est au courant que je suis compétent. Mhm. C'est un peu la façon dont je le vois. C'est vraiment de bâtir des relations, montrer ton expertise, puis justement, puis des relations, pas juste des relations coût d'argent, comme tu vas dire, mais des relations sur le long terme. That's it. Puis en même temps, ben, ça te fait bénéficier du le bouche à oreille. Puis tes perspectives avec l'immobilier d'ici les 10 prochaines années. On en a abordé tantôt, là, mais que j'ai aimé ton... Qu'est-ce que tu as dit? En gros, moi, l'immobilier, initialement, j'avais commencé, comme je disais, je voulais flip des maisons. L'idée de flip des maisons m'est venue de Bigger Pocket Podcast. Mhm. C'est comme ça que j'ai commencé. Initialement, j'ai commencé avec Manny Koshben, un YouTuber, un gars c'est un investisseur immobilier en Californie. Mhm. Puis, j'ai pris sa formation. Puis, au début, j'étais intéressé par l'immobilier commercial. Mais je ne connaissais rien en immobilier commercial. Je ne connaissais rien en immobilier en Mhm. tout court. Puis après, j'ai commencé à écouter Bigger Pocket Podcast. Puis là, j'étais genre, OK, je vais faire des flips de maisons. Mais comme j'ai dit, j'avais pas l'argent, pareil pour acheter des immeubles. Donc, je suis parti par là. Puis après, depuis que je suis venu au CIQ, le focus, il est un peu plus sur actuellement, le focus, il est un peu plus sur l'optimisation d'immeubles multifamiliaux. OK. Mais dans 10 ans, j'avoue que dans 10 ans, c'est loin. J'ai réfléchi dans 5 ans. Mhm. 5 ans, je me vois avoir un parc immobilier. En fait, je veux construire un système. Je veux construire un système qui me permette de me libérer mon temps et d'avoir une certaine liberté de penser parce que j'ai de l'argent qui rentre, parce que le système il est en place. Mhm. Le système, ça a commencé par la compagnie de construction Mhm. qui me donne l'expertise en construction. Puis là, je commence à m'associer avec des investisseurs pour acheter des immeubles. Puis du coup... Développement de projets, construction neuve, etc. Exact. Du coup, ta construction, ta partie investissement. Mhm. Du coup, les deux, ça marche ensemble. Tout à fait. Puis une fois que tu as plein d'immeubles, tu as des unités, il faut gérer toutes ces unités. Du coup, une compagnie de management. Une compagnie de gestion. Exact.
Du coup, ça, ce seraient les 3 principaux moves que j'aurais. Donc, la compagnie de construction, il faut construire un système. Du coup, la façon dont je le vois en construction, par exemple, tu as plusieurs piliers. Un, tu as ton marketing, parce qu'il te faut des ventes, il faut des clients. Du coup, il faut que tu travailles ton marketing. Ensuite, tu as ta gestion de projet, ta comptabilité. Donc, comme je disais, moi, la façon dont je le vois, c'est mettre des systèmes en place en immobilier. Donc, moi, je serai ici. Puis là, je mets un système compagnie de construction. OK. Je mets système compagnie de construction, investissement immobilier et management. Parce que investissement immobilier en multifamilial pour l'instant. Puis management pour gérer les locataires, pour gérer toute la paperasse. Investissement immobilier pour acquérir les propriétés. Puis construction pour optimiser ces Tout à fait. propriétés. Puis c'est un peu la façon dont je le vois, mettre des systèmes en place. Puis une fois que j'ai ces systèmes en place, je me verrai aussi aller dans un point de vue location court terme. OK. Peut-être en même temps, une fois, pas forcément après là. Mais location court terme, j'ai déjà acheté un terrain en fait à Saint-Côme pour construire mon premier chalet pour louer. Nice. Si je trouve le capital, ce sera au printemps que je commence la construction du chalet. Puis niveau de location court terme, je me verrai commencer au Québec et en Martinique parce que je suis originaire de la Martinique. OK. Du coup, Québec parce que j'ai déjà mon terrain à Saint-Côme. Puis ensuite, Canada. Ensuite, États-Unis. Puis international après, potentiellement. Puis pourquoi ça? Parce que ça te donne une flexibilité. Tu sais, c'est cool de pouvoir dire ah, je veux aller dans tel pays. Ah, ben c'est cool, j'ai mon chalet là-bas. Tout à fait, je te jure, moi aussi. Donc, je me dis, pourquoi pas me faire un portfolio international aussi, tant qu'à faire. 100%. Puis, tu vas comme ça, tu te fais un portfolio international et ça te fait un cash flow en même temps. Ça diversifie tes revenus aussi en même temps. Tu as ton immobilier multifamilial, tu as ton immobilier court terme. Et puis, ce que j'aime bien aussi avec l'investissement Airbnb international, c'est que tu es dans différents marchés. Okay. Si tu as un marché imagine tu as 50 propriétés dans le monde. Si dans un marché, ta propriété, elle ne performe pas, les autres marchés peuvent prendre tout à fait le dessus, peuvent porter le poids de cette propriété le temps que cet autre marché se développe ou le temps que tu vends la propriété, ou ça te donne une flexibilité. Puis même à tes investisseurs, si un jour, si j'ai 50 propriétés Airbnb, puis j'ai des investisseurs dans ces 50 propriétés, ça donne aussi une peace of mind que, oui, cette propriété, elle performe mal, mais tu as tout ce reste de propriétés qui te protège sur ton investissement. Tout à fait. Puis tantôt, tu parlais, j'aimais ton approche de la structure, admettons, pour développer des gros projets. Tu disais, tu as l'investisseur passif, tu as les investisseurs plus actifs, tu as le contracteur général. Réexplique un petit peu la structure. Okay, moi, la façon dont je le vois, c'est... J'ai mon contracteur, du coup. Contracteur où je construis un système, genre avec différents piliers. En construction, je vois qu'il y a différents piliers. Marketing, premièrement, parce qu'il faut des clients pour générer de l'argent pour que ton business il fonctionne. Parce Tout à que fait. ton business, c'est générer de l'argent. Tout à fait. Du coup, tu as le marketing, tu as la gestion de projet pour que tout soit smooth. Que, tu sais que une fois que ta vente elle est rentrée, ça gère à l'interne. OK. Puis une fois que tu as ta gestion de projet, il faut gérer ta comptabilité. Puis il faut aussi que tu gères, que tu vois qui t'emploie ou non. Okay. Du coup, moi, ce que je vois en construction, ce qu'il me faudrait, c'est un gestionnaire de projet, un surintendant et éventuellement des employés. Okay. Si j'ai suffisamment de projets qui rentrent pour me permettre d'embaucher ce genre de personnes. Parce qu'une fois que tu as des employés, il faut gérer ton payroll et tout. Tout à fait, tout à fait. Du coup, il faut que tu t'assures que ton marketing soit suffisamment fort pour supporter ce genre d'employés. Puis une fois que j'ai ça, ce que je vois en immobilier, c'est une équipe de prospection pour trouver les deals. Tout à fait. 2, des investisseurs passifs et actifs. Passifs, moi, c'est plus le fun pour moi passif parce que j'aime bien être dans l'action, puis j'aime bien être celui qui prend les décisions. Je comprends. Puis c'est une responsabilité un peu plus lourde, mais pour l'instant, c'est ce que j'aime. Puis c'est comme ça que je veux fonctionner. T'es jeune, t'as l'énergie aussi. That's it. C'est ça. Puis tu sais, t'as des gens, ils ont 55 ans, 60 ans, qui ont déjà fait ce genre de truc. Puis c'est rinse and repeat, puis ils sont fatigués. Exactement, ils sont rendus ailleurs dans leur vie. Là. Ouais, c'est ça. Du coup, ils sont genre, ok, je veux peut-être continuer l'immobilier, mais j'ai plus envie de dealer avec ça. Tout à fait. Donc moi, je veux bien prendre ce rôle-là. Donc, prospection, investisseur, puis c'est ça, le management qui gérait les locataires et tout, etc. Okay. C'est comme ça que je vois l'immobilier. C'est comme ça que je vois
c'est comme ça que je me vois évoluer dans le futur. Tout à fait, tout à fait. Puis éventuellement aussi, si qu'on disait dans 10 ans, tu sais, je me dis qu'en 10 ans, vu ce que j'ai déjà fait depuis février, tu sais, on est février, on a fait à peu près 400 000 en vente. Nice. En construction. Du coup, je me dis, vu ce que j'ai déjà fait depuis février, je serai où dans 10 ans? Surtout que souvent, les gens... Tu sais, initialement, je pensais qu'on allait... en commençant à accompagner, je me disais, première année, si on fait 100 000, je suis content. Du coup, C'est sûr. Genre, tu sais, ça fait 4 fois, on a 400 000, du coup, Wow. du coup ça fait une progression. Puis je me dis, j'ai entendu une quote qui disait que on sous-estime ce qu'on peut faire, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Du coup, tu sais, je sais pas où j'en serai dans 5 ou 10 ans, mais je me verrais bien aussi mentorer, enfin, donner ce que j'ai appris à quelqu'un d'autre. Genre mentorer d'autres personnes. Créer un programme de mentorat où, tu sais, où tu as des jeunes, par exemple, qui sont allés... Par exemple, moi, j'étais à l'école. Quand j'étais à l'école, j'avais... Tu sais, je suis allé en ingénierie parce que j'étais pas trop con. Du coup, j'étais genre, je suis pas trop con. Ingénieur, pourquoi pas. Right. That's all. C'était juste la seule raison pour laquelle je suis allé en ingénierie. Et j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Puis c'est Covid 2020 qui m'a forcé à réfléchir, à me dire, OK, là, l'école en ligne, c'est vraiment nul. Enfin bref, tu rencontrais personne. Du coup, ça te forçait, tu étais coincé avec toi-même. Du coup, ça m'a forcé à me dire, OK, faut que je me pose, que je réfléchisse. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu verrais faire sur le long terme? Exact. Puis c'est ça qui t'a amené vers l'immobilier, ouais. That's it. Mais honnêtement, le turning point, c'est vraiment après le podcast de Luc et aller au CIQ. OK. C'est le turning point. Parce que c'est là que je me suis rendu compte que le réseautage, c'est genre, c'est magique. C'est nice. Incroyable. Parce que ça te fait sauver tellement de temps. Parce que oui, certes, j'aurais pu faire comme beaucoup de gens l'ont fait au CIQ, où ils ont commencé par un duplex, ils ont commencé par un triplex. Mais là, ça me permet de sauter des étapes, puis de travailler avec des gens qui sont déjà dans le domaine. Tu sais, j'ai eu ma première offre d'achat acceptée sur un 12 logements. Si j'avais pas rencontré ces gens-là, ben, j'aurais pas eu une offre d'achat acceptée sur un 12 logements. Tout à fait. Parce qu'ils me supportent en investissement derrière. C'est des investisseurs derrière. C'est eux qui me donnent la crédibilité de pouvoir arriver devant le vendeur puis dire, OK, je vais acheter cet immeuble. Puis qu'ils me prennent au sérieux. Puis toi, tu arrives déjà, puis toi, tu es le gars de construction. Là. Toi, tu arrives, tu es le gars d'optimisation de construction. Dans des projets comme ça. Ouais, exact. Dans les projets avec les investisseurs, on fait l'optimisation, nous, à l'interne. Tout à fait. Puis, tu sais, là, on va faire une autre offre sur à peu près une quarantaine de logements. Puis, c'est une offre. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose. Oui, tout à fait. C'est juste une offre. Bref. C'est un projet. Exact. C'est un truc potentiel. Ouais. On va faire une autre offre sur un 24 logements. Du coup, genre, maintenant, ça me choque pas de dire que je vais faire une offre sur un 24 logements puis qu'on va l'optimiser. C'est quoi les prix, par exemple? 24 logements, j'ai fait l'offre à 2,4. Wow. Puis le 12, c'était 1 160 000. Versus, comme tu dis, si tu étais seul, tu irais vers ton duplex, triplex, à genre 600 000, 700 000, puis avec ton plus petit projet, versus le potentiel, versus le fait d'aller dans des soirées réseautage, de côtoyer du monde qui font de grandes choses, qui accomplissent de gros projets avec qui tu peux t'associer. Ben, depuis tantôt, on en parle, mais qu'est-ce que je réalise, puis qu'est-ce que je veux que les gens comprennent, c'est que quand tu vas dans du réseautage comme ça, puis tu t'associes avec des personnes qui font des grandes choses, ben, au lieu de juste aller te battre, puis d'avoir ton petit bout de tarte à toi, ben, ta tarte complète, mais qui serait une petite tarte, versus là, là, tu t'embarques dans des grosses tartes, ou est-ce que tu as une petite portion. Une petite portion, mais d'une très grosse tarte. Tu sais, je m'en fiche si j'ai 5%. Je les vois travailler, je vois ce qu'ils font. T'apprends. Exact. Tu sais, quand tu vois des gens qui ont l'expérience, qui ont déjà fait des choses, moi en fait, le pourcentage, même, tu sais, je pourrais même payer pour être là, parce que tout ce que tu les vois faire, tu es genre, OK, en fait, faire de l'argent, c'est possible. En fait, tu sais, dans ma tête, quand j'étais jeune, 3 000 euros comme en Martinique, 3 000 euros, ça fait genre 5 000, 4 500 $. 5 000 $ par mois, pour moi, dans ma tête, c'est genre, c'est énormément d'argent. Là, je me rends compte que c'est faisable de faire beaucoup plus d'argent que ça. Tout à fait. Tu sais, c'est faisable de faire... Je me rends compte que en fait, là, tout se passe dans ta tête. Si tu penses que tu peux le faire, t'as raison. Si tu penses que tu peux pas le faire, t'as raison aussi. Parce que, de mon point de vue, tu sais, dans ma tête avant, je comprenais pas comment faire 50 000 $ par mois, c'était faisable. Je comprenais pas comment faire... À vous, hein? Ouais, je comprenais pas. C'est fou, t'as tellement raison. Puis maintenant,
si je fais 5 bureaux en même temps, je Mhm. rénove 5 bureaux du même style que celui que j'ai rénové, ça m'a pris 3 mois. Si j'en fais 5 en même temps, sur 3 mois, ça me fait $50 000 par mois. That's it. Dans la compagnie, mais Mhm. c'est $50 000 Mais par quand mois. même, que Mais tu as tu sais, généré. il y a un plan. Il y a un plan actionnable. Je le vois, je sais comment je peux le faire. Mhm. Tu sais, genre, alors que souvent, on est incrédule quand on voit des gens qui ont des sommes astronomiques d'argent. Tu sais, on comprend pas, genre, lui, il a genre telle voiture, telle voiture, telle voiture. Tu sais, il y a des gens, ils ont des voitures, des voitures, des voitures. Jean-Luc, par exemple, Mhm. ou Manny Kochben, le gars que je regardais. Ouais. Tu sais, où il y a un gars en français, GMK, il achète, genre, tu sais, il est tout le temps en train d'acheter une nouvelle montre, il est tout le temps en train d'acheter une nouvelle voiture. Tu sais, tous les mois, il dépense comme 1 million, 2 millions par mois. Tu sais, mais t'es genre, Wow. c'est pas envisageable, 1 million, 2 millions par mois. Puis en fait, c'est faisable. Je l'ai pas encore fait, mais je comprends que c'est faisable. Puis mon point de vue, c'est si tu penses que tu peux y arriver, tu vas potentiellement y arriver. 100% d'accord. C'est une question de mindset. Donc. Tout à fait. Puis peut-être que c'est naïf, quand même, mais pour l'instant, de ce que j'ai observé, les gens à qui j'ai parlé, c'est genre, c'est faisable. Pour terminer, un conseil, 3 conseils tu donnerais à un jeune investisseur qui veut se lancer, parce que tu es quand même jeune, mais admettons une version plus jeune de toi-même, qui veut se lancer, un nouveau contracteur général, ce serait quoi tes 3 conseils, admettons, tu leur donnerais là? Investisseur, nouvel acheteur, quelqu'un qui veut se lancer dans le monde de l'investissement immobilier. La première chose que je ferais, c'est il y a beaucoup de gens qui parlent de start with why, déterminer ton why, ton pourquoi tu fais ce que tu fais. Mhm. Et je pense que pour moi, c'est la base de ce que je fais. Parce que mon why, c'est que je veux faire beaucoup d'argent. Pourquoi je veux faire beaucoup d'argent? Parce que avoir beaucoup d'argent, pour moi, il y a 3 points importants. C'est ta santé, premièrement, Mhm. parce que si tu n'as pas de santé, t'as rien. Ensuite, c'est ta famille, tes amis, tes relations. Puis troisièmement, après, tu as l'argent, puis tu peux plus ou moins tout faire le reste avec l'argent. 100%. Donc, pourquoi je veux beaucoup d'argent? Je commencerais par le why, si j'étais plus jeune. Et pourquoi? Parce que, ça te donne une certaine liberté de mouvement. Mhm. Si tu crées des systèmes, puis que tu as de l'argent qui rentre, tant que tout est bien organisé, si tu as de l'argent qui rentre, tu peux te déplacer plus ou moins, tu peux travailler plus ou moins d'où tu veux. Mhm. Donc, je créerais... ça donne une flexibilité de mouvement, de faire de l'argent. Deuxièmement, ça donne une flexibilité de pensée. Quand tu peux, parce que si tu es employé, si tu travailles pour quelqu'un ou si tes clients, si tes clients sont pas d'accord avec certaines choses que tu dis, puis tu dépends de ce client, Mhm. tu es limité sur ce que tu peux dire. Tout à fait. Tu peux pas penser ce que tu veux. Et si tu peux pas le dire, tu peux pas vraiment le penser non plus. Mhm. C'est mon point de vue en tout cas. Donc, je commencerai sur le why. Pourquoi? Parce que tu sais, quand tu as de l'argent aussi, tu sais, ta famille. Si par exemple, mes parents, ils ont, par manque d'argent, ils sont jamais venus au Canada. Mhm. Tu sais, quand je commence à faire de l'argent, ma mère, elle aura plus besoin de travailler. Tu sais, tu les fais voyager. Mes parents, ils ont plus besoin de travailler. Tu les fais voyager, tu les fais Tout voir à des fait. trucs. Parce qu'ils ont, au final, tu sais, quand t'es jeune, tu te rends pas compte. En tout cas, moi, je me rendais pas compte de ce qu'ils me donnaient. Puis j'ai eu de la chance parce que mes parents, ils sont quand même, ils sont chill. Genre, honnêtement, je suis content parce que je vois d'autres personnes, je suis genre, je serais pas aimé être son fils. Vraiment. Alors que moi, mes parents, ils sont chill, ils sont nice, ils sont agréables. Puis, on n'a pas nécessairement les mêmes valeurs, on va dire, mais ils ont jamais mis de frein à ce que je veux faire. OK. Tu sais, des fois, ma mère, elle est un peu sur mon dos. Ah, fais attention à ci, fais attention à ça. Tu sais, chiant. C'est bon, je sais ce que je fais. Oui, tout à fait. Mais, autre que ça, tu sais, ils m'ont jamais mis de frein. OK. Ils m'ont jamais dit que je pouvais pas faire ci, que je pouvais pas faire ça. Mhm. Puis dès que j'ai présenté un projet, après, en général, quand je leur parlais de quelque chose, j'étais quand même assez structuré. Tu sais, tu peux pas arriver non plus à dire à tes parents, je vais faire ça. Tout à Il n'y fait. a pas de structure derrière. Mhm. Mais si tu arrives avec un projet structuré et tout, ça va pas aller. Du coup, pour revenir à la question, j'aurais travaillé sur mon why. Puis j'aurais réseautage, rencontrer du monde. J'aurais cherché, une fois que j'ai mon why, puis je sais ce que je veux faire, j'aurais cherché quelqu'un qui fait quelque chose, ce que je veux faire ou quelque chose de similaire. Mhm. Puis j'aurais cherché une façon de lui apporter de la valeur. Mhm. Travailler gratuitement, faire ci, faire ça, peu importe. Pour te coller à lui. Pour te coller à lui, pour voir ce qu'il fait. Parce que ça va te créer des opportunités. Tout à C'est fait. t'associer à ce genre de personnes. Parce que souvent, il y a des gens, ils ont des projets, surtout des gens qui sont établis en business, ils Mhm. ont des projets, mais ils n'ont pas le temps pour le faire. Tout à fait. Tu as 100% raison. Toi, tu peux aller le faire à sa place. Puis ça te donne une opportunité comme ça. Puis Tu apprends, ouais. tu give back, tu redonnes.
puis en même temps, tu te colles à du monde qui sont déjà à 10 niveaux plus haut. Fait que ça te permet d'accélérer ton processus. Et puis si tu montres c'est par tes actions, encore une fois, parce que souvent il y a des gens qui parlent. Surtout si ce que tu dis et tes actions ne matchent pas, ça, c'est très frustrant. Parce que des fois, j'ai des amis qui viennent me poser des questions. Tu sais, ils me disent j'aimerais bien faire ça. Tu sais, mais... Puis il me dit qu'il aimerait bien faire ça, puis il le fait pas. Tu sais, il me demande des conseils, puis il le fait pas. Au bout d'un moment, tu lui donnes plus de conseils. Non, c'est clair. Parce que t'es genre... C'est la même chose pour les gens qui sont... envers qui tu vas apprendre. Du coup, c'est comme ça que je le vois. Du coup, premier, why. Deuxième, trouver un mentor. Et troisième, c'est de la lecture. Ou pas forcément lire, mais si tu veux écouter des livres audio, tu peux écouter des livres audio. Puis, un livre que j'ai... même 3 livres que je recommanderais serait... Même 4. Vas-y. Ce serait How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. C'est Comment se faire des amis, je crois, en français. C'est excellent. Puis, un truc pour aussi accountability, pour te... Bon, j'ai pas le terme en français, mais... Bref. C'est être redevable. Non, j'ai oublié. Accountable, c'est... Ben, on comprend. Bref, pour être accountable, j'aurais lu les livres de David Goggins. Can't Hurt Me and Never Finished. Parce que, personnellement, une fois que j'ai lu ça, ça me permettait de me rendre compte, de me sortir de mon propre bullshit. Genre, des fois t'es trop chill avec toi. Des fois, tu te dis, tu te laisses passer des j'ai trucs. déjà fait ça et tout, etc. C'est chill. Genre, même, ça arrive à tout le monde. C'est genre, non, mais c'est chill. Bref, quand tu lis son livre, ça te permet de te remettre en perspective et te rendre compte qu'en fait, t'es feignant. C'est vrai. Et tu sais, par exemple, moi, j'ai lu ces livres, je pensais que je m'entraînais. En fait, je m'entraînais un petit peu avant de lire ces livres. Puis, quand j'ai lu ces livres, je pensais que je m'entraînais, mais en fait, je m'entraînais pas tant que ça. Genre, je pensais que j'étais genre, ouais, je m'entraîne et tout, je vais au gym, je vais au parc, je fais des pull-ups. Mais non. Du coup, les livres How to Win Friends and Influence People, Can't Hurt Me and Never Finish de David Goggins, et Start with Why de Simon Sinek. Tout à fait, ouais. C'est pour t'aider avec ton why pour le premier point. Puis, il y a plein de livres. The Richest Man in Babylon. Tout à fait. Et Rich Dad Poor Dad, c'est similaire, genre, à ces deux-là. Il y a énormément de livres que Your Next 5 Moves de Patrick Bet-David. Ça, je l'ai pas encore lu, ça. J'ai pas encore lu. Lui, il est nice. Tu sais, t'en as des tonnes et des tonnes de livres qui peuvent t'apprendre. Si tu veux apprendre la vente, moi aussi, si je devais recommencer aussi ma vie, je commencerais à apprendre la vente. Tout à fait. Je serais allé en vente. Au lieu d'aller à l'université, je serais allé en vente. Sincèrement. Parce qu'en vente, tu peux facilement faire ton million. Moi, je crois là, puis dans peu importe le domaine, là, que tu sois dans les assurances, courtage hypothécaire, courtier immobilier, dans la contracteur, comme tu l'as dit tantôt, le nerf de la guerre, c'est de générer de la clientèle, c'est de faire du développement pour que tu puisses justement les closer, les vendre un produit ou service pour que tu ramènes de l'eau au moulin pour faire rouler la business. Exact. Fait que tu peux avoir la meilleure idée de génie, la meilleure entreprise, les meilleurs systèmes comme qu'on parlait, mais s'il n'y a pas de client pour acheter... 100%. Tu sais quoi, funny story, un truc qui m'a aidé à ce niveau-là, c'est que 2020, j'ai eu une rupture, puis du coup, mais c'était Covid et tout, je voulais voir d'autres gens, et je me suis forcé à aller escort des filles dans la rue. Inviter tu sais, genre, C'était forcé? Pendant un mois, je me suis dit, ok, pendant un mois, si je vois une fille, si dans ma tête, je me dis elle est cute, je suis obligé d'aller la voir. Et je me suis forcé à le faire. Pourquoi? Je sais pas, j'étais genre, pourquoi pas. Tout à fait. Je crois que j'avais entendu un gars sur YouTube en parler ou je sais plus quoi, j'étais genre, ben, tant qu'à faire, je vais l'essayer. Ça te débloque tellement, surtout sur les noms. Parce que honnêtement, en tout cas, l'apparence que j'avais à ce moment-là aussi. J'aime ça, c'est vrai. Mais ça te débloque 100%. Parce que c'est de la prospection, puis peu importe que ce soit pour de la business, c'est de la vente, exactement. C'est de la 100%. Puis on est toujours en train de se vendre. 100%, puis, exact, 100%. Puis tu sais, ça te fait genre, tu sais, tu vas te prendre des noms là. Moi, sur toutes les filles que j'avais à Ascard, sur 98%, 95 à 98% du temps, c'était genre... Est-ce que ça t'a fait mal? Ben, au début, tu sais, t'es gêné, mais au final, tu sais, plus t'en fais, plus tu te rends compte que c'est no big deal. Tu sais, genre, les gens, ils ont le droit de pas être intéressés, tu sais. Tout à fait. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Puis, par contre, je dis ça, mais faut se calmer, genre. tu vas poliment, t'es respectueux. Genre, il y a une façon de le faire. Tu vas pas... Non. Mais tu vois, j'aime qu'est-ce que tu dis là, parce que justement... La première fois, ça se peut que tu vas être scrappy, tu vas être tout croche, t'as bégayé, t'as hésité, t'étais nerveux. Mais à force de le faire, comme tu viens de le dire, ben, tu développes un script.
ton approche se peaufine, s'améliore, puis dans le fond, tes skills, ton talent devient meilleur. Puis qu'est-ce que j'aime avec ça aussi, c'est que même si tu n'étais pas bon, mais à force de le faire, tu finis par devenir bon. Comme un muscle qui se développe. 100%. Puis un autre point aussi, c'est d'écouter. Genre, si tu trouves un mentor, écoute, genre, pose des questions. Puis sois pas avec l'ego de genre, ah, je sais, mais oui, ça, je le sais. Ou ah, je l'ai déjà entendu. Exact. Non. Absorbe, apprends. Exact, 100%. C'est ce que je fais. Genre, avec les investisseurs avec qui j'ai rencontré, c'est ce que je fais. Genre, je pose des questions. Puis dès qu'ils me répondent, ben, j'applique. That's it. Faut t'appliquer. Parce que si tu peux poser des questions, c'est cool. Mais si tu poses des questions et que tu n'appliques pas, ça va juste les fatiguer. Genre, parce qu'ils sont genre, pourquoi ils me posent des questions ça... Ouais. Puis ils exécutent même pas. Exact. Mais ça, poser des questions puis appliquer, moi, c'est comme ça que je le verrais. Tout à fait. Et Swan, je pourrais te garder là pendant des heures, j'adore notre conversation. Où est-ce que les gens peuvent te contacter, te suivre, rentrer en contact avec toi, surtout pour les gens qui veulent faire, qui ont des projets de rénovation, construction dans le commercial, résidentiel, multilogement, le haut de gamme. Où est-ce que les gens peuvent te contacter, rentrer en contact avec toi? J'ai un Instagram pour mon compte professionnel. C'est François et Swan Construction Okay. sur Instagram. Google Maps aussi, François et Swan Construction. J'ai mon site web, François et Swan Construction. Puis mon numéro de téléphone. Puis les gens ils peuvent me contacter. Il y a toutes mes informations qui seront là. Super. On va mettre ça dans le bas de la vidéo. Et un gros merci, frérot. All right. Ouais. Bon succès. Thanks, man. Yes. Hey, dites-moi, comment vous avez trouvé Swan? Avouez que Swan, c'est quand même une personne vraiment intéressante. Et il a liquidé sa famille, il est venu ici au Québec, il a freiné son chemin, il tombe dans le monde de l'immobilier, il perd pas son temps, il passe à l'action et maintenant, il peut aider les gens et embarquer dans des projets immobiliers. C'est-tu pas wow? C'est quoi votre excuse? Fait que, je sais pas si vous le remarquez, mais les personnes que je vous amène, ils ont toutes une chose en commun, ils passent à l'action. Donc, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu attends pour passer à l'action? Mais j'ai une suggestion d'action que vous pouvez faire. Si vous aimez ce genre de contenu-là, mettez dans les commentaires l'emoji d'éclair. Oui, mettez 3 éclairs si vous aimez ce genre de contenu-là. Ou sinon, encore mieux, écrivez Better Call Chris. Et sincèrement, vous faites partie des 1% des gens qui restent jusqu'à la fin et je vous félicite pour ça. En échange, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, écraser le bouton « Je m'abonne, je m'inscris » pour que justement, l'algorithme de YouTube peut voir que, OK, cette chaîne-là apporte de la valeur et on doit la suggérer à encore plus de personnes. C'est tout simplement, c'est ça que ça va faire. Ça va m'aider moi, ça va m'encourager moi, puis ça va me pousser encore plus pour vous amener du contenu de feu. Et si vous désirez avoir d'autres stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.